Ma chère Catherine, quand je disais 2024 sera une année difficile, oui, mais comme toutes les autres années qui l'ont précédée. C'est absolument tous les ans sous Emmanuel Macron. Peut-être encore plus, parce que on n'a pas encore le gouvernement, mais on s'aperçoit que, d'abord, ne pas avoir de majorité, ça, c'est pas nouveau, faute de l'avoir demandé aux Français. On s'aperçoit à quel point tout ce gouvernement qui tarde à se former, c'est parce que la ressource humaine est très limitée pour le président. Dans quel vivier puiser ? D'abord, si on va chercher des gens de la société civile, le PNF, et puis qu'ils encourent après un an de ministère ou deux, s'ils veulent se recycler dans la vie civile, c'est très très compliqué. Et puis au Parlement, quel est le vivier, quel est celui qui pourra... Parce que quand François Bayrou, dont on va parler, dit qu'il y a une vraie rupture entre la base et le sommet, c'est aussi, je crois que c'est un des effets pervers du non-cumul des mandats. Tout ce qui venait du terrain arrivait à l'Assemblée, arrivait au gouvernement, il y avait des témoignages, alors que maintenant on a coupé... Ce n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas. On va partir dans le Pas-de-Calais, parce que le Premier ministre s'y trouvait jusqu'il y a quelques instants. Gabriel Attal en déplacement. Thomas Bonnet, vous êtes sur place avec Thibault Marcheteau. Toujours pour montrer qu'il n'est pas déconnecté justement du terrain, qu'il est au contact de la réalité. Oui, toute l'après-midi, il a vanté le terrain pour son deuxième déplacement dans le Pas-de-Calais depuis qu'il est à Matignon. C'était déjà ici qu'il s'était rendu quelques heures seulement après la passation de pouvoir. Et tout au long de l'après-midi, il était dans l'empathie, dans l'écoute, pour parler notamment des assurances, des conditions d'hébergement temporaire. On l'a même vu consoler un habitant qui était au bord des larmes, pour qui la situation était véritablement très compliquée. Un Gabriel Attal véritablement dans l'empathie. Malgré tout, la situation politique n'était jamais très loin, déjà parce qu'il est arrivé avec 1h30 de retard. Et ce retard s'explique par une réunion imprévue qui a eu lieu à la mi-journée à l'Élysée entre le Premier ministre Gabriel Attal et le Président de la République, précisément pour aborder la situation politique, les déclarations de François Bayrou et la nomination que l'on attend toujours de ce gouvernement, de cette deuxième partie du gouvernement. En tout cas, Gabriel Attal ici a pris le soin d'éviter toutes les questions qui portaient sur ce sujet. Il a annulé la dernière séquence qui était prévue, la visite d'un bar dans le Pas-de-Calais. Il a annulé cette séquence officiellement pour des obligations à Paris. Voilà tout ce que l'on aura comme information, peut-être, sur la nomination du gouvernement, la deuxième partie. Merci. Et Thomas Bonnet, Thibault Marcheteau, Louis de Ragnel, des infos ou pas ? Non, Non, mais ce qu'on sait, c'est que Nicole Belloubet sera à 99% de chances nommée à l'Éducation nationale. De risque, dit Jean-Sébastien Ferjou. Okay. On sait que M. Frédéric Valtou, devrait être nommé ministre délégué à la Santé. On sait qu'Amélie Oudéa-Castéra, mécaniquement, ne sera plus ministre de l'Éducation nationale puisque c'est Mme Belloubet qui devrait lui succéder. En revanche, Amélie Oudéa-Castéra devrait conserver quand même un portefeuille ministériel en lien avec les Jeux Olympiques. Mais ce qu'il faut avoir en tête, au-delà de tout ça, parce que je ne pense pas que ça passionne beaucoup de Français, c'est que ce gouvernement aura, s'il veut exercer réellement le pouvoir, aura très peu de temps. À l'automne prochain, en octobre, on sera à la moitié du mandat d'Emmanuel Macron. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, le deuxième mandat de Jacques Chirac, tout le monde savait qu'il ne pourrait pas se représenter. L'activité, où est-ce qu'elle se situait ? Elle se situait au ministère de l'Intérieur parce que c'est Nicolas Sarkozy qui était en train d'essayer de se lancer pour la présidentielle. Et on va assister à quelque chose d'intéressant, c'est que progressivement, à partir de la fin de l'été, et puis ce sera quelque chose qui se confirmera, les gens vont se désintéresser de plus en plus d'Emmanuel Macron, qui va essayer de conserver le plus possible. Si tant est qu'ils s'y soient jamais intéressés, Louis. Ce qui les intéresse, c'est leur problème. Non, mais il y aura, bien sûr. Non, mais là, on parle de politique. Et ils savent quand même bien que tout se décide encore à l'Élysée, Louis. C'est pas terminé. Oui, mais dans la mesure où il y aura forcément de la déception, parce que les gens verront qu'il y aura des promesses non tenues, ils le voient déjà aujourd'hui. Eh bien, non, mais du coup, ils mettront leur espoir. J'entends. Il y aura une bascule. Mais moi, je crois, à votre différence, que ça intéresse les gens. La politique, la vraie politique. Ah, mais je suis d'accord avec vous. Bien sûr. Au sens noble du terme. Sur ce qui se fait concrètement, entre le moment où vous décidez quelque chose à Paris et où il y a la réalisation concrète sur le terrain, oui. Oui, mais cette histoire de nomination, elle est éminemment politique. Moi, je ne trouve pas que ça soit une bonne nouvelle s'il se confirme que c'est Mme Belloubet à l'Éducation nationale. C'est un énième changement de pied. Moi, je regrette. Gabriel Attal quitte le ministère de l'Éducation nationale en disant « ce sera ma priorité, je garderai un œil là-dessus ». Et ils vont nommer quelqu'un qui est à l'opposé, n'exagérons pas, mais avec des options idéologiques extrêmement différentes. Moi, Mme Belloubet, je ne mets pas en cause son professionnalisme. Garde des Sceaux, c'est ça ? Garde des Sceaux, justement, c'est à cette aune-là que je la juge, ne me paraît pas présenter les garanties idéologiques qui conviennent à ce poste, pour moi, crucial entre tous de l'Éducation nationale. Donc je trouve ça
catastrophique et que ça prenne autant de temps, je trouve que ça relève, maintenant ça commence à relever de l'amateurisme. Ça décrédibilise totalement, ça démonétise la parole publique. Quel est le sens de passer de Pape Ndiaye à Gabriel Attal pour passer ensuite à Amélie Oudéa-Castéra, puis ensuite à Madame Belloubet. Enfin, c'est comme si vous nommiez un jour Ça paraît très erratique. Une philosophe et puis le lendemain Nabila et qu'ensuite vous revenez. Enfin, ça n'a aucun sens idéologique. Non, mais c'est à peu près du même. Non, mais c'est à peu près du même. Non, mais parce que quand même. Enfin, un ministre n'est pas là, même s'il y a une centralisation. Emmanuel Macron probablement ne se rend pas compte parce que de toute façon il centralise tout, donc il considère que toutes les décisions c'est lui, en tout cas, qui a vocation à les prendre. Donc il se fiche un peu finalement des options idéologiques des uns et des autres. Sauf que ça a quand même un impact. Madame Belloubet et la garde des Sceaux, qui a fait libérer largement les prisonniers pendant le Covid. Madame Belloubet, en tant que rectrice, avait démissionné pour le contenu d'une réforme qui allait moins loin que ce que Gabriel Attal a proposé lui-même en tant que ministre de l'Éducation nationale. Madame Belloubet faisait partie de celles qui avaient reproché à la jeune Mila, vous vous souvenez, ses propos critiquant les musulmans. Alors, on n'est pas obligé, évidemment, de vouloir critiquer les musulmans, mais enfin, elle aurait pu, à minima, défendre la liberté d'expression et défendre une jeune fille qui était menacée de mort. Quelle est la logique d'avoir un Gabriel Attal qui interdit l'abaya et ensuite de mettre une Madame Belloubet qui pointait du doigt la responsabilité de Mila dans son sort? Je suis désolé, ça ne relève pas d'un choix qui a du sens dans une démocratie. Ou alors il y a eu un changement de politique assumé par le président de la République entre les deux, mais là il n'y en a pas. C'est vraiment prendre les Français pour des imbéciles. Il nous en a pas parlé lors de sa conférence de presse. Le problème, c'est qu'on retombe aussi sur le fait que du coup, la parole politique n'incite plus à l'action. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure des manettes levées à Paris qui ne font bouger personne en province. Mais quand vous avez des messages politiques aussi contradictoires et que vous êtes quelqu'un qui avait à gérer sa carrière et son avenir, ce que le politique vous dit, c'est ne bouge pas, ne fais rien, mets ton coude sur le dossier et tu verras si vraiment quelqu'un veut que ça bouge, il viendra tirer le dossier. Sauf que quand tout est contradictoire, personne ne vient faire remonter les dossiers. Donc, vous finissez dans l'immobilisme le plus total. Donc, il vaut mieux ne rien faire, c'est ça, l'histoire. Oui, Catherine Ney. mais François Bayrou était candidat pour être... D'ailleurs, dans sa vie, il a été 2 fois ministre et 2 fois de l'Éducation nationale. Une première fois où il a voulu faire des réformes, c'est-à-dire abroger la loi Fallot qui datait de 1850, ou qui énonçait que l'enseignement privé ne pouvait pas avoir plus de 10% de subsides de l'État. Et donc, pour la sécurité des Français, pour des petits élèves sur les bâtiments, il voulait l'abroger. Donc ça avait été voté à l'Assemblée parce que c'était du temps de la cohabitation avec Édouard Balladur et ça, voilà. Mais Mitterrand, devant la houle de la gauche qui a vu arriver ce succès de la droite, a bloqué les choses. Et il y a eu de telles manifestations contre François Bayrou, enfin c'était pas non plus équivalent de celles pour l'enseignement privé en 84, que tout a été bloqué. Donc François Bayrou s'était dit, moi si je reviens, je ne reviendrai plus au ministre de l'Éducation nationale. Mais gouvernement Juppé, premier gouvernement Juppé, avec le retour de Jacques Chirac, il voulait le Quai d'Orsay. Et Juppé lui a dit, c'est l'éducation ou rien. Il a repris l'éducation, mais en se jurant de ne rien faire. Et il a tenu parole. Il n'a rien fait, quoi. Voilà. Et ça, c'est Laure Darcos qui était à son cabinet qui a dit, on a fait du vélo d'appartement. Alors qu'il veuille maintenant tout changer et revenir, mais il l'a dit ce matin dans l'interview. Il dit surtout, il ne voudra pas bousculer les enseignants, les profs. Et bien, quand on ne bouscule pas les enseignants, quand on ne leur demande pas un peu plus, et ben, on est sûr de ne pas avoir de réforme. On se retrouve dans un instant avec les punchlines de Catherine Ney. On va évoquer le cas de François Bayrou et surtout ce qu'il dit. Il évoque cette déconnexion entre la France d'en bas et la France d'en haut, cette déconnexion des élites avec le pays profond. A-t-il raison? Je vous ai demandé vos réactions, on va les entendre dans un instant, mais d'abord on fait le point avec Clotilde Payet. Une technocratie gestionnaire, c'est la politique que dénonce François Bayrou après avoir exprimé son refus d'entrer au gouvernement. Un refus qu'il justifie par une liste de critiques sur la politique du gouvernement de Gabriel Attal. Entre autres, il juge le gouvernement déconnecté des territoires français. On voit un gouvernement qui comporte sur 14, 11 ministres parisiens ou franciliens et sur 15 membres du gouvernement, pas un seul du sud de la Loire. Et vous vous rendez compte que tout ça crée un déséquilibre. Un déséquilibre politique, mais le maire de Pau dénonce aussi une mauvaise gestion de l'éducation nationale. Gabriel Attal a fixé des orientations et je pense que ça méritait une clarification
Pour moi, en tout cas, l'éducation nationale, ça ne peut pas se redresser dans un climat uniquement gestionnaire. Le Béarnais a déclaré rester membre à part entière de la majorité malgré ses désaccords, suscitant l'embarras et la critique au sein du MoDem. Catherine Ney, on connaît François Bayrou, triple candidat à la présidentielle, vous l'avez rappelé, 2 fois ministre. Quand il rentre en dissidence quand il dit ça. Mais non, mais il était vexé parce qu'il a pensé, après avoir été relaxé, on allait lui ouvrir grand les bras, que le président allait l'accueillir, lui donner la grande place. Or, il a été d'abord vexé, humilié, comme il l'a dit devant les députés hier soir, qui dînaient ensemble. C'était un dîner prévu depuis longtemps. Les députés MoDem, son parti. Parce que le président a délégué au Premier ministre sa rencontre. Et là, il a vu le Premier ministre. Comme il avait dit le matin sur une chaîne que oui, l'éducation l'intéresserait, ben là, le Premier ministre a dit qu'il n'en était pas question. Alors après, il voulait être d'abord ministre d'État, numéro 2 du gouvernement. Vous pensez bien, alors qu'il s'était opposé à la nomination de Gabriel Attal, pensez bien que Gabriel Attal, avoir d'un côté l'Élysée qui sera sûrement très présent et de l'autre côté un numéro 2 qui fera sûrement de l'obstruction, il lui a dit niette. Alors il dit peut-être un ministère, un grand ministère, des réformes, et c'était double niette. Alors là, je crois qu'il lui a proposé aussi la défense. C'est une initiative du Premier ministre. Mais c'est les coulisses effectivement, voilà. de ce qui se passe dans les palais présidentiels. Il est sorti vexé, d'où cette amertume. Et je trouve incroyable que ce matin, sur France Info, une journaliste lui dit « Vous nous avez fait un caca nerveux ». Alors, c'est vrai que, comme journaliste, nous n'aurions pas à poser cette question de cette manière-là. Pas avec ces mots, Catherine. Comment ? Jamais avec ces mots. Jamais avec ces mots. Mais, je vais vous dire, ça prouve aussi peut-être le respect qu'on a pour quelqu'un qui s'est assez mal exprimé ce matin et qui laissait juste transparaître qu'il était vexé, humilié, qu'il n'avait pas ce qu'il voulait. C'était presque un caprice. Voilà. Bien au-delà de ça, effectivement, il y a un problème de fond, Jean-Sébastien Ferjou. On a évoqué la déconnexion, et je vais poser la question dans un instant à nos auditeurs et téléspectateurs. Mais il y a aussi cette caste, en fait, qui s'auto-promeut, qui s'auto-congratule. C'est des bisbilles d'appareil politique, là. On ne parle pas du fond, on ne parle pas des vraies préoccupations des Français. La politique a toujours été faite des deux, d'ambition personnelle et de considération de fond. Après le critère géographique, Donald Trump, c'est un milliardaire new-yorkais. Et pour autant, les Américains du fin fond des Appalaches ou des États considérés comme reculés, entre guillemets, l'ont choisi comme champion. Donc ça n'a pas forcément à voir avec les critères qui met François Bayrou, parce que lui, le premier, est probablement déconnecté non seulement des Français, mais déjà en premier lieu de son propre parti. Okay. Parce que non seulement il ne maîtrise plus véritablement le canal historique, parce qu'il y a certains du canal historique du MoDem qui ont un peu gardé en travers de la gorge le fait que lui s'est réjoui à grand bruit du fait qu'il avait été blanchi par la justice. Mais enfin, eux ont quand même été condamnés, le trésorier du parti et un certain nombre d'autres élus. Il n'a pas dit que toute la procédure était inique. Et par ailleurs, il ne connaît plus du tout le canal nouveau du MoDem, parce qu'on a vu instantanément des députés ou Marc Fesneau comme ministre dire que finalement lui renvoyer la politesse dans les dents, donc il est lui-même très déconnecté. Mais oui, c'est une question de fond, mais cette question de fond, elle a à voir avec le fait que le camp, ce qu'on a appelé le cercle de la raison, qu'un certain nombre de ministres macroniens revendiquaient, Clément Beaune ou d'autres, s'est endormi sur le monde que nous avons construit depuis 30 ans ou 40 ans, sans ouvrir les yeux sur les fractures béantes qu'il y a, qu'elles soient géopolitiques, qu'elles soient économiques. On ne veut pas voir que la mondialisation financière a créé des problèmes. On ne veut pas voir que l'immigration, les flux d'immigration massifs, et ça c'est une nouveauté depuis les années 2010, ont créé des problèmes spécifiques. Bref, toutes ces questions-là, elles existent. Et on a un camp de la raison qui nous explique que non, tout va bien. Et que franchement, pour émettre des critiques, ça veut dire qu'on est un dangereux populiste. Mais il me semble que cette logique-là, François Bayrou, lui aussi, l'a propagée. Vous parlez de l'immigration. On a un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, qui indique que seulement 22% des Français font confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration. Ça veut dire donc que 77% des Français ne font pas confiance au gouvernement. C'est les mêmes chiffres sur l'insécurité. Ça, c'est un autre sondage, c'est Odoxa pour Le Figaro. Là, on est à 74% des Français qui disent qu'ils n'ont pas confiance dans le gouvernement. On est dans un État, Éric Nolot, dont on a l'impression qu'il est impuissant, en fait, à protéger ses concitoyens. C'est-à-dire que la confiance, elle s'oppose à quoi ? Pourquoi il y a 77% d'un côté et 23% de l'autre ? Parce qu'il y a les chiffres. Dans les deux cas, il y a les chiffres.
Donc c'est pas Et les faits, et les mais- faits. et les faits. Donc tous les jours, la rubrique des faits divers s'épaissit et s'étoffe, et on voit bien que les chiffres augmentent. La délinquance, je parle des faits graves, les homicides, c'est un record depuis des années et des années. Et l'immigration, qu'elle soit légale ou illégale, non seulement est incontrôlée, mais la loi immigration a mis en scène qu'elle demeurerait incontrôlable. Et pourtant, ça a donné lieu à un psychodrame total. Vous parliez de déconnexion. Le spectacle qui a été offert pendant les débats parlementaires, moi j'étais sidéré. Je vais replacer mon image, la querelle d'ivrogne sur le Titanic. Pendant que le bateau coule, ils s'engueulent entre ivrognes. Ça me donnait exactement cette impression. Donc, si on n'éprouve pas à ce spectacle l'impression qu'ils sont totalement déconnectés, c'est qu'on est dans la foi du charbonnier. Ça doit correspondre, ça a été dit tout à l'heure, en effet, à la base électorale d'Emmanuel Macron, des gens qui, tout comme d'ailleurs à la France insoumise, des gens qui ne bougeront jamais d'opinion parce que ce n'est pas les faits qui les intéressent, c'est l'idéologie. Céline Pina, rapidement. C'est parce qu'aussi ils vivent dans un monde extrêmement réduit. Par exemple, aujourd'hui, toute l'élite française et tous les politiques pensent que de toute façon, on ne peut pas s'en sortir tel qu'on est. Nos problèmes en termes démographiques sont beaucoup trop lourds et qu'il va falloir d'ici 2050 importer 3,9 millions de migrants. Et pour l'Europe entière, on en est à presque 45 millions de migrants. C'est dans les trajectoires européennes, ce sont donc des objectifs qui ont été signés et avalisés par les gouvernements. À partir de ce moment-là, toute l'élite qui est pro-européenne et qui a validé ces constats-là est immigrationniste. Et elle se retrouve avec un peuple qui, lui, dit « vous ne savez plus intégrer les gens ». Il n'y a plus assez de travail. Ces gens qui arrivent, ils travaillent peut-être au début. Et ensuite, là où on a les plus fortes zones d'immigration, on a des gens qui sont au chômage à plus de 40%. Donc vous allez nous recréer une poche de chômage, de délinquance et de violence. Nous, c'est terminé, on n'en veut plus. Et comme l'élite n'a aucune solution à proposer à ces gens qui n'ont qu'une seule peur, c'est que leur modèle social s'effondre, eh bien, elle les méprise, elle les culpabilise, et elle leur dit, si vous n'acceptez pas nos solutions, c'est parce que vous êtes raciste, c'est parce que vous êtes xénophobe. Et ce faisant, elle rend le lien encore plus fragile et encore plus inacceptable. Et on en est là, et à chaque fois, on met un pas de plus dans le cercle vicieux. Que pensent les Français de cette situation? Est-ce qu'ils pensent que nos élites politiques sont complètement déconnectées de la réalité du territoire, de sa représentation territoriale, tout simplement? Écoutez vos réactions. Bien évidemment que notre gouvernement est complètement déconnecté de la réalité du terrain. Rien que le Premier ministre en lui-même, M. Gabriel Attal, il vient de Sciences Po, donc c'est pas à Sciences Po qu'il a vu la réalité de ce que vivent les Français au quotidien. Voilà, donc je pense que quoi qu'on en dise, même s'il a la jeunesse, même s'il il fait 2-3 effets d'annonce, ça ne changera pas à ce qui se passe d'habitude. Oui, déconnectés de la société, ils sont déconnectés de la société. Ça fait très longtemps, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que la majorité de nos politiciens sont très loin de nos préoccupations. On voit très bien que ces gens-là, ce ne sont que des élites, ils ne pensent qu'à eux. J'ai le sentiment qu'en fait, les hommes politiques, aujourd'hui, ceux qui sont dans le gouvernement, n'écoutent pas suffisamment les Français, ne sont pas suffisamment proches d'eux pour avoir un avis global de la situation que vivent les Français. Et ils font confiance à leur secrétaire d'État, aux technocrates qui viennent des grandes écoles, en pensant avoir la science infuse. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, les politiques devraient descendre sur le terrain, écouter les maires, écouter les députés. Voilà, écoutez les maires, écoutez les députés, Catherine Ney, et ça revient à ce que vous disiez, le cumul des mandats qui a empêché donc cette connexion. Alors, je crois avec que la réalité. Gabriel Attal, qui évidemment est plein de bonne volonté, a un mentor qui est Jean Castex. Et Jean Castex, quand il était Premier ministre, le président l'adorait parce qu'il était toujours parti sur tout le territoire. Il a fait 350 voyages pendant 2 ans pour aller sur place et dire quel est le point qui bloque et comment on peut le débloquer. C'est-à-dire que lui, il a été énarque, mais c'était quelqu'un qui a été maire de Prades pendant des années et qui racontait que comme maire, quand les gens voulaient le voir, il disait oui, mais je viens chez vous. Et en allant chez eux, il se rendait compte du quotidien, de ce que vivaient les gens, les ennuis de voisinage, les petits tracassins, les choses comme ça. Et il savait parler aux gens. Et il a fait un travail assez formidable qui fait que, je ne sais pas s'il a une ambition pour après, mais il lui a dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais lui, il avait un savoir-faire, d'abord de quelqu'un qui est né dans le Sud, qui a l'accent du Sud, et qui connaît le pays, qui l'a dans ses tripes. Est-ce que Gabriel Attal va pouvoir apporter des solutions comme lui, avoir cette espèce de
force presque On va vitale, l'écouter. voilà, Je sais et pas intellectuelle pour le faire. On a Gabriel Attal, il était en déplacement dans le Pas-de-Calais il y a quelques instants, auprès des sinistrés, des gens qui craquent, hein, qui sont au bout du rouleau. On les a entendus et qui disent voilà, on n'en peut plus maintenant. On vous fait confiance, Monsieur le Premier ministre, mais soyez à la hauteur de nos attentes. Écoutez Gabriel Attal, ce qu'il a répondu. Moi, j'ai été nommé Premier ministre. Quelques heures après, le premier endroit où je suis venu, c'est ici. Précisément parce que je sais qu'il y a des familles, des commerçants, des habitants, des élus qui sont dans une situation qui est intenable. Est-ce que tout a été réglé? La réponse est non. Ça, je l'assume totalement. Est-ce qu'on va réussir à régler ces problèmes? Je le crois profondément. Sinon, je ferai autre chose de ma vie. Je sais que pour vous qui le vivez au quotidien, c'est très difficile, que c'est démoralisant, que parfois vous avez du mal à y croire. Et on va continuer à agir. Voilà, il veut continuer à agir, Louis de Ragnel, le Premier ministre. Et en attendant, il est reparti à Paris, où c'est bien centralisé et où tout se décide. Moi, j'ai pas de problème contre la centralisation. Enfin, le problème, c'est pas la centralisation ou la décentralisation. C'est un peu le sujet de la décentralisation, moi, je pense que c'est vraiment l'organisation. Même à Paris, ça fonctionne pas. Non, mais même à Paris, ça ne fonctionne pas. Donc, si c'était juste une question de décentralisation, on aurait pu l'expérimenter avant. Moi, ce que je crois vraiment, c'est que la difficulté, c'est que la projection que les gens se font du pouvoir du politique est une projection erronée parce que les politiques leur vendent que si on vote pour eux, leur vie va changer, que réellement tout va changer. Quand un ministre arrive, quand il parvient au pouvoir, je pense que la première chose la plus vertigineuse à laquelle ils sont confrontés, c'est la complexité avec laquelle les décisions sont prises. Et en fait, c'est quasiment impossible de réformer, de prendre une décision. Quand vous tirez une manette à Paris... Vous n'allez pas donner envie aux gens de voter. Hein, mais la réalité, c'est qu'en fait, le système politique s'est totalement entravé avec des liens juridiques. Non, mais et ça, c'est la réalité. Et nous devons avoir le courage, mais ça, c'est le problème des citoyens aussi, d'aller au bout des logiques. On veut tout et son contraire. On veut la protection européenne sans voir que l'Europe, de facto, réduit aussi la souveraineté française. C'est le triangle d'incompatibilité. Il y a un universitaire qui s'appelle Danny Rodrigue de Harvard qui le décrit très bien. On ne peut pas avoir trois choses en même temps. On ne peut pas avoir la souveraineté nationale, la démocratie, plus une intégration économique. Parce que soit vous avez le contrôle démocratique et il se fait au niveau international et il faut aller vers plus de fédéralisme, par exemple, pour l'Europe, soit vous gardez la souveraineté nationale et la démocratie et vous renoncez à cette intégration. Dit autrement et pour parler de manière triviale, on est le cul entre deux chaises. Donc à un moment, il faut choisir. C'est soit plus d'Europe, soit moins d'Europe, soit plus de mondialisation, soit moins de mondialisation. Ben oui, mais on ne choisit pas parce que les citoyens ont tendance à voter pour des candidats qui, sous couvert d'être le camp de la raison, ne font en fait que défendre ce statu quo-là qui en réalité n'est pas viable. Et Catherine. Mais Catherine Ney posait une question, vous vous demandiez si Gabriel Attal saurait se reconnecter. Il faudra la prolonger d'une autre. Que va-t-il se passer s'il ne parvient pas à se reconnecter? C'est-à-dire qu'à un moment, à force d'être dans une crise permanente, une crise de confiance, il va y avoir un effet de cap. Et à un moment, il va se passer quelque chose. Et moi, je suis très inquiet de ce qui va se passer. Parce que là, les réactions étaient unanimes. Non, ils ne comprennent pas. Non, ils sont déconnectés. Ils sont loin de nous. En fait, ce qui les intéresse, c'est eux. Et d'ailleurs, la preuve, Gabriel Attal revient pour la petite tambouille électorale. Il arrive en retard à cause de la tambouille électorale et il part en avance à cause de la tambouille électorale. Excusez-moi, ce n'est pas une preuve de connexion. Oui, mais quand même, il a dit dans son discours de politique générale, attention, ce que je veux, c'est débureaucratiser, simplifier. Or, c'est vrai qu'il y a les problèmes que vous venez de dire et qui sont tout à fait réels, mais que la France est spécifique parmi tous les pays d'Europe par toutes les normes qu'elle a dans l'agriculture. On l'a vu, parce que pourquoi on interdit à des agriculteurs de produire alors que de 300 km plus loin, les agriculteurs, et on perd des parts de marché considérables, notamment la betterave, le sucre, enfin des pans entiers de notre industrie fout le camp. Mais qui veut aujourd'hui créer une entreprise? Eh bien, il y a des normes qui sont aussi contraignantes, difficiles, et qui, quand on a un accord, il faut attendre 3 ans, puis au moment là, il faut reprendre, il faut redemander des choses. Mais les gens deviennent fous. Alors, c'est ça le mal français. Et parce que pour partie, vous avez absolument raison, Catherine, je pense qu'il y a quelque chose de très spécifique en France, mais parce que nous avons trop de fonctionnaires. Ce n'est pas la fonction publique qui est mauvaise en soi, évidemment qu'un État a besoin d'une fonction publique, mais quand vous avez trop de fonctionnaires, Michel Crozier, le sociologue, le montrait très bien, au-dessus d'un certain seuil, l'administration n'a plus besoin du monde extérieur pour exister. Alors, mais comme on en a mis à tous les niveaux et qu'en plus on en a rajouté, parce qu'on a rajouté des communautés de communes, des communautés d'agglomération. Mais le problème des fonctionnaires, c'est qu'ils ne sont pas tous infirmières ou policiers ou pompiers. Il y en a beaucoup qui ne sont là que pour écrire des règles et vérifier que le bureau d'à côté vérifie la règle. Et par ailleurs, ça nous coûte cher. Sur ce que disait Catherine Ney sur l'agriculture, l'amoncellement d'absurdités administratives. Écoutez juste José Pérez de la coordination rurale, parce que la crise agricole n'est pas terminée, je vous le disais. Elle n'est pas terminée. Et vraiment, ça peut repartir dès ce week-end. José Pérez, écoutez.
Bien sûr qu'on est prêt à recommencer. Rien que pour la fierté qu'ont nos agriculteurs, rien que nos agriculteurs et moi-même, parce que moi aussi je suis agriculteur, hein, rien que pour la fierté, rien que pour la dignité qu'on a gagnée, rien que pour ce respect-là de la population, rien que pour ça, on repartirait à Paris en tracteur sans problème et on repartirait manifester parce que les gens sont avec nous, les gens finalement se rendent compte que les problématiques, on a tous les mêmes. Hein, et bien sûr qu'on repartirait et bien sûr que peut-être on repartira même. Il faut savoir, le salon de l'agriculture c'est bientôt. Il y aura plein de politiques au salon de l'agriculture. Peut-être qu'on y sera aussi, quoi. Voilà, rien n'est résolu en tout cas.